Bonjour tout le monde, Charles Thury, je vous remercie d'être présent et de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc notre objectif, c'est de vous présenter le projet qui a été mené chez Intersport, qui a consisté à redesigner l'ensemble du processus de prévision de vente et de faire supporter ce processus par la plateforme Anaplan. Donc, on va vous présenter ce projet qui a été mené en 6 mois et qui va vous être présenté par les différents intervenants. Tout d'abord, les deux personnes d'Intersport en charge de la supply et du demand, Mélanie Brousseau et Alexia Lagosanto. Avec nous, il y a aussi Véronique Jourdain, directeur commercial Anaplan, en charge de toute la partie retail et CPG, ainsi que le luxe. Et côté Muse Partners, moi-même, Charles Thury, et Mathieu Delcroix, le manager qui a mené l'ensemble du projet avec Mélanie et Alexia. On est aujourd'hui, en termes de participants, on sera environ 70 à 80. Les gens arrivent là progressivement. On a remis ici un peu les différentes origines des gens qui sont très liés à la supply chain, à la gestion de projet, à la maîtrise des appros ou de la planification. Et on va pouvoir attaquer la présentation avec Mélanie. Alors, côté Intersport, donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes un distributeur d'articles de sport et de loisirs, dont la particularité en fait est d'être organisé en coopérative, donc autour d'un peu plus de 650 magasins. Le rôle de la centrale, c'est d'être au service des 400 adhérents du réseau pour accompagner leur développement et la croissance de l'enseigne. Sur la partie supply chain, on fonctionne en make to stock, c'est-à-dire qu'on achète nos produits par anticipation. Donc la mission en fait de la supply, c'est d'assurer la disponibilité des produits sur l'ensemble du réseau, en pilotant en fait la prise de risque sur les stocks pour le compte de ce réseau, afin de sécuriser le service que l'on promet à nos consommateurs. On est en fait sur un business qui a un très fort taux de renouvellement des collections en fonction des saisons. Et ça nécessite une capacité à anticiper nos besoins compte tenu des lead times de nos approvisionnements et également une forte capacité à réagir à des événements qui soient d'ordre business et même sportif. Côté Muse Partners, nous sommes un cabinet indépendant avec un peu plus de 30 ans d'existence. On a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires un peu supérieur à 35 millions d'euros grâce à l'ensemble de nos bureaux positionnés en Europe, au Canada et en Australie. Notre particularité, c'est la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur de nos clients. Et donc, on les accompagne dans la maîtrise du cycle de vie du produit, depuis la R&D et l'innovation, toute la phase d'industrialisation et durant toute la commercialisation des produits, la performance des opérations et de la supply chain, en sachant qu'on a une approche centrée sur les processus, l'organisation, la gestion de l'humain, et on accompagne nos clients dans leurs grands projets de transformation digitale tels que l'industrie 4.0. Et nous, Anaplan, donc je vais vous présenter Anaplan en quelques mots. L'idée, c'est qu'on va proposer une plateforme. On est le seul éditeur de logiciels qui propose une plateforme dans le cloud, 100% SaaS, qui va permettre de modéliser des processus de planification. Et au travers de ces processus de planification, nos clients vont pouvoir mettre en place des simulations, effectuer des scénarios, valider différentes hypothèses pour comparer en fait des résultats. Et ce qu'on voit sur la slide, sur la partie gauche de l'écran, c'est qu'on va pouvoir couvrir tous les domaines métiers de l'entreprise. Et on voit là la finance, les ventes, le marketing, la supply chain, le merchandising, au travers d'une seule plateforme. Et c'est là où on parle chez Anaplan beaucoup de connected planning, puisqu'en fait, au travers de cette plateforme unique, on va pouvoir mettre en relation différents processus de planification, que ce soit en transversal dans une entreprise,
ou de manière limitée sur un département. Si on parle de ce webinaire aujourd'hui, donc l'idée c'est qu'on va effectivement illustrer l'application qui a été construite par Muse pour le cas d'Intersport. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on présente, c'est vraiment une illustration du champ des possibles d'Anaplan, puisqu'en réalité, ce champ des possibles est complètement illimité. Et ce qui fait également notre différence et notre force chez Anaplan, c'est que notre plateforme est à la main des utilisateurs métiers qui vont eux-mêmes pouvoir construire leur propre processus. Et c'est pour ça que sur la droite de l'écran, on voit une interface type Excel, puisque effectivement l'appropriation d'Anaplan est plutôt proche d'Excel pour que les gens puissent avoir une autonomie qui soit certaine. Si on parle d'Anaplan en tant que tel, donc l'entreprise a un peu plus de 10 ans d'existence. On a un peu plus de 1400 salariés dans le monde et répartis dans 40 pays. Alors, on voit ici 14 pays, mais c'est 40 pays. Et plus de 1400 clients à travers le monde qui, eux, vont se trouver dans différents secteurs d'activité puisqu'on n'a pas de spécialisation pour un domaine particulier et que, comme vous l'avez compris déjà par l'introduction, on va pouvoir couvrir tous les secteurs d'activité, mais également tous les domaines métiers. Notre succès, il est lié principalement à la réussite des projets. C'est pour ça que les rôles de partenaires comme Muse est super important pour nous. Et notre taux de rétention est de l'ordre de 125%, ce qui est au-delà des moyennes du marché. Et pourquoi 125%? Parce qu'en général, ce qu'on voit chez Anaplan, c'est une croissance exponentielle du fait que les personnes vont s'approprier la solution pour développer des nouveaux process métiers. Donc, le gage de qualité de notre plateforme, il est aussi reflété, c'est ce qu'on voit en bas à droite sur l'écran par les analystes. On voit donc le Gartner et le Forrester qui nous positionnent régulièrement en tant que leader et visionnaire sur les différents secteurs d'activité que sont la supply chain, la finance, la performance commerciale. Et dans notre stratégie de développement, nous appuyons énormément sur nos partenaires qui sont tous certifiés et experts de notre plateforme, ce qui est le cas de Muse. Et donc, je redonne la parole, je crois, à Muse. Merci beaucoup. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous présenter le projet de son origine à sa réalisation. Alors en fait, l'enjeu côté Intersport de ce projet, c'était d'accompagner la mutation de l'entreprise vers une distribution qui soit omnicanale et notamment digitale, en pilotant plus finement la demande et la dimension des stocks. Pour nous, ça passe par le renforcement de la dimension collaborative de notre processus de prévision, mais également par le fait de recentrer le travail des demand planners des équipes sur leur cœur de métier, donc le forecasting. Et dans ce cadre, en fait, on avait besoin d'un outil qui soit évolutif, qui soit aussi sécurisé. Vous avez vu qu'on travaillait sur beaucoup de fichiers Excel. Et donc, un outil qui puisse en fait aussi s'adapter aux changements rapides, très rapides de notre activité et permettre une courbe d'apprentissage qui soit facilitée pour les équipes. Et c'est vrai que compte tenu de l'ensemble de ces objectifs, la plateforme de planification collaborative, ça a été rapidement identifiée comme la solution la plus pertinente et particulièrement la plateforme Anaplan. Pourquoi? C'est vrai que ça apportait une vraie réponse à nos objectifs. D'abord, cette capacité naturelle à mettre en place une approche collaborative qui sera fondamentale pour pouvoir assurer un lien transversal entre l'ensemble des départements pour réaliser les prévisions. Évidemment, on peut intégrer à l'intérieur un certain nombre de niveaux complexes de calcul et donc une algorithmie qui apporte de la valeur aux utilisateurs. Mais, et c'est là le point le plus important, c'est que c'est un outil métier maîtrisé par les métiers et qui évolue avec les métiers et par les métiers. C'était le point fondamental, c'est que le métier a la main sur son outil et l'adapte à son usage et aux évolutions du business. En parallèle de ça, l'outil étant évolutif avec un SKU scalable, c'était tout à fait approprié pour cette mise en place. La plateforme, pour rappel, est opérée intégralement en SaaS. À partir de là,
une fois qu'on a identifié l'outil, la première étape a été de mettre en place l'équipe projet. Alors, comme évoqué précédemment, l'outil Anaplan est maîtrisable par le métier. Donc, l'équipe projet a donc été mise en place en centrant les compétences sur les métiers de la supply chain. Donc, avec Mélanie Brousseau et Alexia Lago-Santo du côté d'Intersport. Et au niveau de Muse, donc moi-même pour l'expertise à la fois de supply chain et à la fois l'expertise de l'outil Anaplan. Par ailleurs, le besoin ressources des autres services Intersport a été optimisé et c'était effectivement une demande, c'était de limiter notre besoin en ressources externes à la supply chain, ce qui a été fait. Donc la DSI est intervenue sur les problématiques d'interface et non pas sur une problématique du coup d'outils, puisque l'outil était à la main de la supply chain Intersport. Le référentiel a été sollicité pour garantir la qualité de la donnée, donc tout ce qui est la gestion des master data, pour avoir un outil qui soit fiable. La supply chain aval, de son côté, elle a été sollicitée pour nous fournir les informations nous permettant de connaître le réseau. Connaître le réseau, pourquoi? Pour pouvoir dimensionner correctement les prévisions, si le réseau évolue à la hausse ou à la baisse, le réseau de magasins. Et le troisième point, c'est les catégories managers, donc qui sont en charge de l'offre. On les a sollicités effectivement pour pouvoir inclure la dimension collaborative dont on a précédemment parlé. Donc suite à cette constitution du groupe projet, la première étape, qui est d'ailleurs fondamentale, c'est de définir le processus métier. On a modélisé... Pardon. Du coup, nous avons construit un processus de façon modulaire en ayant dans l'idée de travailler sur un MVP. Donc, on a défini dans un premier temps le backbone de l'outil, qui est principalement composé par la brique de la supply chain amont, auquel on est venu rajouter quelques éléments dans cette brique supply chain, mais qui ne sont pas le cœur du backbone. Suite à ça, on a enrichi le processus avec les interactions que le processus doit avoir avec les autres services. Donc, la première interaction, elle concerne la brique qu'on a appelée marketing. Donc, ici, c'est une interaction qui est plutôt de type collaboratif, puisqu'on vient intégrer de l'information directement dans le processus de prévision. La deuxième brique qu'on a intégrée à ce processus, c'est la supply chain aval. Donc là, la supply chain aval, c'est, comme on l'a dit précédemment, le dimensionnement du futur réseau en fonction des évolutions de l'implantation des magasins sur le territoire français. Et la troisième brique qui est extrêmement importante, la brique des catégories managers. Donc, les catégories managers fournissent l'information de l'offre et participent au processus collaboratif avec la supply chain pour valider in fine les prévisions de vente. Et donc, le point important à noter, c'est que ce processus, qui est un processus qu'on a défini en amont de travailler dans Anaplan, a été modélisé et est donc intégré dans l'outil Anaplan. On a modélisé notre processus opérationnel métier dans Anaplan. Il passe par un travail sur les volumes d'implantation, ceux des opérations commerciales et ensuite sur le réassort. Grâce à l'interface ultra personnalisable de l'outil et à une navigation très intuitive, nous avons pu créer des écrans qui reprennent ce processus et même réintégrer visuellement l'enchaînement des étapes pour aider les demand planners dans l'élaboration des forecasts. On vous propose donc de découvrir les 4 grandes étapes du processus pour vous présenter les éléments business et fonctionnels et notamment une particularité du processus qui est de changer les mailles de travail en fonction des étapes. Notre première étape dans le process consiste à gérer et documenter les évolutions de la structure de collection. Comme l'outil est très flexible, on l'a adapté à l'organisation de l'entreprise en catégorie sportive. Pour cela, les fonctionnalités d'Anaplan nous permettent de sélectionner le périmètre de travail, mais qui est déjà préfiltré en fonction de l'utilisateur sur ces catégories. Ensuite, on peut saisir et compléter les différentes données dans des champs texte. Ce qui était également très important pour nous, c'était d'avoir la photo des produits concernés, car on voulait renforcer la dimension business du prévisionniste en gérant des produits et non pas uniquement des codes. Une autre fonction indispensable pour nous est la possibilité d'historiser des données pour les comparer et suivre l'évolution des collections.
Donc, de notre première étape de collection, on passe à la deuxième, qui est la plus complexe, à savoir la gestion des historiques de vente. Cette deuxième étape est, comme vous le voyez, celle de la dépollution des historiques de vente sur lesquels s'appuient nos prévisions. En amont, on a défini les paramètres du bornage de la dépollution, ce qu'on appelle dans le jargon le tunnel. Notamment les variables de la déviation standard, ce qui nous permet d'avoir une dépollution automatisée qui limite la charge pour les demand planners dans la mesure où elle se fait à l'article et au mois. On a pris l'option également de laisser à l'outil la proposition de la correction et de la valider ou pas. On peut ainsi qualifier et documenter l'origine de la correction et enrichir notre compréhension du comportement de vente des produits. Cette documentation sur les historiques nous donne une meilleure qualité de prévision et des échanges très factuels avec nos interlocuteurs. Je vais vous faire découvrir notre troisième étape, qui est celle du choix des algorithmes. Donc, cette troisième étape est statistique. Donc, parmi les algorithmes que nous avons intégrés dans l'outil, le Demand Planner choisit celui qui lui semble donc le plus pertinent ou s'appuie sur la proposition du best fit. On a anticipé, en fonction du degré de maturité des utilisateurs, la possibilité de toucher aux variables des algorithmes. On a fait le choix de ne mettre que 5 algorithmes au démarrage, parmi la ribambelle qu'il y a, car on voulait s'assurer que les demand planners maîtrisent et comprennent les résultats donnés pour chaque algorithme. D'ailleurs, pour faciliter la compréhension et la bonne maîtrise de chaque étape, nous avons rappelé dans les écrans les grandes règles de gestion, les instructions, mode opératoire, dans des blocs de texte en bleu, donc de cet écran et des écrans précédents également. Cette brique gérée par les demand planners a été complétée par la brique la plus importante dans le process, qui est la phase collaborative avec les catégories managers. La problématique est que les acteurs réfléchissent à des mailles produits et temporelles différentes. Cette étape nous permet de nous adapter à chaque partie prenante du processus décisionnel. En effet, le demand planner travaille à une maille fine, donc à l'article mois, alors que le catégorie manager est plutôt sur une maille agrégée, modèle saison. Nous avons voulu le refléter dans nos écrans en naviguant entre ces mailles de manière fluide. Cela nous permet d'avoir un dialogue clair et efficace pour prendre des décisions collégiales avec les catégories managers. La force de l'outil est, quel que soit le niveau auquel on se positionne, finalement, c'est d'avoir des données cohérentes. Donc, les 4 étapes que l'on vient de voir constituent le backbone de l'outil qui a été mis en place et enrichi par les fonctionnalités périphériques du process. Sur la base de ce backbone, donc, nous avons progressivement enrichi les fonctionnalités de l'outil en fonction, premièrement, du processus global qu'on avait prédéfini en début de projet, et ensuite en fonction du retour des utilisateurs et éventuellement de l'identification de cas spécifiques. Sur cet écran, par exemple, on avait constaté le besoin de contrôler l'intégration des données. On a donc travaillé à la mise en place d'un système qui soit à la fois simple et efficace et automatique pour vérifier journalièrement que l'intégration des données était correctement réalisée. Et vous pouvez voir sur ces écrans qu'on suit jour par jour avec une petite coche visuellement que chaque interface a tourné, que les données sont disponibles pour les planificateurs. Ce qui met en évidence un point dans ces projets qui sont des projets métiers, qui ont des projets qui ont pour objectif d'améliorer la performance des opérations, c'est que le point de départ, c'est toujours la maîtrise de la donnée. Et c'est vrai de pouvoir avoir un outil qui permet de contrôler, de sécuriser le risque sur la donnée est fondamental pour derrière avoir un process qui est fiable et qu'on puisse utiliser en cascade. Alors, ces premières fonctionnalités, elles étaient plutôt techniques, mais dans un deuxième temps, on est passé sur des intégrations de nouvelles fonctionnalités qui sont directement liées au processus. Et je vous propose de découvrir donc, par exemple, la gestion des alertes. Comme vous avez pu le voir en début de webinaire, on avait un écran d'accueil qui reprenait le processus métier. Et ce processus métier était déroulé par l'utilisateur de bout en bout pour faire ses prévisions. Donc, suite à une période d'adaptation et d'appropriation de l'outil par les demand planners, on a constaté qu'une gestion d'alerte serait préférable. Et donc, on a basculé vers ce système de gestion d'alerte. Donc, par exemple, vous avez une illustration sur l'écran. Pour une sélection de produits correspondant au périmètre du demand planner, on a un certain nombre de critères qui permettent de
d'indiquer au planeur sur ce produit-là, on doit travailler prioritairement, par exemple, sur la dépollution, donc le nettoyage des historiques, ou par exemple, la prévision n'a pas été revue, et donc on va aller faire de la revue de prévision. Un point important, c'est que ces alertes, elles doivent avoir un fort impact métier, donc on doit orienter l'utilisateur. Donc elles ont été designées vraiment de façon à aller à l'essentiel, c'est-à-dire à améliorer, in fine, la performance de la prévision de vente. Et pour compléter, l'approche retenue fondamentale dans la construction du projet, c'est que les alertes étaient prévues dès le départ. En revanche, la construction, la définition et la mise en place des alertes ont été faites au fur et à mesure de la prise en main par les utilisateurs durant la phase du projet, pour éviter, comme on peut le voir régulièrement, de construire un process avec des dizaines d'alertes où finalement on est un peu noyé sous l'information. Et l'approche là a été l'inverse, ça a été de dire utilisez le process et progressivement mettez les alertes qui seront utiles pour orienter votre travail et vous apporter une vraie valeur ajoutée. Et donc, on a eu une première phase d'enrichissement qui finalement a été clôturée lors du go live de l'outil. Et donc, ça a lancé la deuxième phase d'enrichissement de l'outil qu'on va vous présenter maintenant. Alors, en fait, pour par exemple illustrer un autre élément de développement, en tant que model builder, nous sommes partis d'un module qui à la base était purement technique et qui nous servait en fait à borner l'horizon de prévision. Et ce module, nous l'avons enrichi avec des éléments qui aujourd'hui nous aident à piloter les jalons qui sont relatifs à la construction de collections, mais aussi de les partager avec l'ensemble des interlocuteurs concernés. Et on s'est également appuyé en fait sur les possibilités de l'outil pour représenter à la fois graphiquement l'enchaînement de nos collections et identifier également visuellement les retards sur ces jalons clés pour avoir tout de suite l'œil sur les bonnes alertes. L'intérêt ici, c'est qu'en fait, on a pu développer, on a pu réaliser ce type de développement en toute autonomie en tant que model builder, en s'appuyant sur l'existant et en y ajoutant notre besoin métier. Et vous allez voir dans le support suivant un autre exemple de customisation qu'on a adapté à chaque type d'utilisateur. Ici, on vous montre nos écrans d'accueil dans lesquels on a dissocié le contenu et les accès en fonction de la typologie des utilisateurs. Sur la partie gauche, l'écran s'adresse aux administrateurs modèle builder du modèle, donc entre autres Mélanie et moi. L'écran il est plus dense, plus complexe, mais on donne l'accès à tous les éléments structurants pour piloter et développer l'ensemble du modèle. Alors que sur la partie de droite du slide, on s'adresse aux utilisateurs, donc aux dimensionneurs. L'écran il est simplifié, aéré pour faciliter la navigation et l'appropriation de toutes les étapes du process. Si cet écran est le démarrage, on a fait le même exercice en fin de processus, donc une synthèse de l'ensemble des éléments business. Donc ici, par exemple, en fait, on quitte une clé d'entrée qui est process pour se concentrer davantage sur le produit et avoir une synthèse en fait de l'ensemble des informations et des décisions qu'on a partagées et validées en collaboratif. On a un premier écran de synthèse qui lui est plus sur le cycle de vie du produit et orienté sur la structure de collection, et on l'a complété par une synthèse qui est plus business avec la vision des prévisions, des stocks et d'autres éléments. Alors bien évidemment là on vous a fait tenir ces éléments-là sur 2 slides, mais tout loge dans un seul écran. C'est le but d'avoir cette clé d'entrée produit qui nous amène à mapper l'ensemble des éléments pour un produit donné. Et en fait, ça nous a permis de mettre en place tous ces éléments, ça nous a permis de mettre en place notre processus de prévision, mais qui en fait n'est que la première pierre pour améliorer l'ensemble de nos processus supply chain. Quand on regarde, en fait, on a déjà identifié 4 grands domaines auxquels on souhaite s'attaquer. Alors, en lien direct avec les prévisions, très rapidement, on a toute la partie qui est relative au pilotage et à l'optimisation de nos stocks.
Ensuite, on peut adresser les aspects qui sont liés au collaborative planning avec nos fournisseurs, ce qui nous permet, à travers un échange de données, de sécuriser nos approvisionnements. Et bien entendu, on fait lien jusqu'à la sortie des marchandises vers nos magasins, donc à tout le pilotage du flux aval et du plan de charge de l'entrepôt. Et on peut imaginer, pourquoi pas, intégrer dans le scope toute la mise en place d'un process SNOP avec notre usine, qui est en fait une usine intégrée sur notre partie vélo. Donc, vous voyez que tous ces éléments peuvent être mis de manière adjacente à la brique prévision qu'on a développée. Et ce qui nous permet d'absorber et d'appréhender tous ces développements, c'est le fait d'avoir choisi dès le démarrage du projet de mettre en place un data hub sur lequel on peut venir adosser toutes ces briques complémentaires et dans lequel on peut venir piocher de la donnée. D'où l'importance dans ce type de projet d'avoir déjà une vision à moyen long terme de la couverture fonctionnelle possible pour le construire de manière modulaire et progressive et de ne pas se retrouver surpris en plein milieu de projet. En conclusion, par rapport à ce qu'on vient de vous montrer, et ensuite on va attaquer les questions là qui apparaissent. Les facteurs clés, qu'est-ce qui a permis d'avoir un projet qui se réalise de manière efficace et dans un délai finalement assez court? C'est d'abord un projet qui est orienté processus avec une approche modulaire. C'est-à-dire qu'on part d'un process macro, on définit, et ensuite on l'organise et on le met en place de manière progressive. On ajuste, on adapte en fonction du retour des utilisateurs et on apporte de la valeur progressivement. On n'a pas d'effet tunnel, c'est à chaque étape, on commence à avoir de la valeur et on montre la pertinence de ce qui est mis en place. Le deuxième élément fondamental, c'est l'équipe. C'est-à-dire que c'est comme on le disait au démarrage, c'est un outil métier. Donc, il faut que les équipes clients, les équipes métiers s'approprient l'outil et sachent le développer, sachent le maîtriser et sachent le faire évoluer. Donc, il faut qu'elles soient formées dès le démarrage du projet et les équipes doivent participer au projet et au développement en sachant que l'outil, on va l'adapter au fur et à mesure des usages. Quand on présentait tout à l'heure la logique des alertes qui s'enrichissent en fonction des retours, on a la même logique sur les indicateurs, plutôt de partir de quelques indicateurs et ensuite de compléter en fonction des usages. Le dernier élément fondamental, c'est que c'est une donnée qu'on adapte à la maille de chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'on est dans un process collaboratif, on a des catégories managers, le marketing, on a la supply chain et chacun a sa vision et sa manière de travailler. On doit pouvoir organiser les écrans, le process, l'outil pour s'adapter à chacun tout en assurant la cohérence de l'ensemble des données. Et ça permet quoi? Ça permet la réussite du projet, c'est-à-dire l'appropriation par l'ensemble des acteurs, une prise de décision facilitée et donc un travail efficace au sein de la plateforme et dans le process. Donc là, on arrive sur la fin de la présentation et maintenant, on a un certain nombre de questions qui sont apparues. En première question, c'est en combien de temps estimez-vous devenir autonome en tant que modèle builder? Donc là, c'est une question plutôt pour Mélanie et Alexia. Alors, la courbe d'apprentissage sur un appelant, au niveau purement technique, je l'estimerais à 3-4 mois pour avoir vraiment une bonne compréhension de la manière dont fonctionne l'outil, avec un point de vigilance. Et là, je dirais que c'est plutôt le manager qui parle, c'est la disponibilité pour s'impliquer dans l'outil. Il faut pratiquer l'outil. Il faut mettre les mains dedans, il ne faut pas avoir peur d'y faire des choses. Il faut vraiment
ouvrir la boîte et regarder comment elle fonctionne, et ça suppose d'avoir des ressources qui puissent dédier une partie de leur temps, des ressources métiers qui puissent dédier une partie de leur temps au travail dans l'outil et à la montée en compétences. Une deuxième question était une question sur la provenance des infos de prévision de vente. La question est d'où viennent les prévisions de vente? Est-ce que c'est le marketing qui initialise? Comment est-ce qu'elles sont challengées? Donc peut-être de revenir 2 secondes sur les étapes et comment sont construites les prévisions de vente. Mélanie et Alexia. Alors, c'est nous qui les construisons en fait complètement dans Anaplan. C'est-à-dire qu'on récupère des données brutes d'historique de nos systèmes, qu'on interface donc avec Anaplan. Et dans Anaplan, on va faire donc les étapes qu'on vous a montrées, à savoir la dépollution d'historique, le choix d'algorithmes, la proposition statistique, et ensuite on va la challenger avec avec le category manager en fait pour confronter en fait des visions différentes. Nous, on a une vision plus mathématique, on va dire, de la prévision, alors que le category manager, lui, va avoir une vision plus métier, tendance, marché, toutes les informations de cannibalisation, d'opérations commerciales. Donc, le fait de finalement confronter nos visions nous permet d'affiner une prévision au plus juste. Merci beaucoup. Une autre question qui est plus une question d'actualité, mais qui a une vraie pertinence, c'est dans quelle mesure l'outil a permis à Intersport d'améliorer ses prévisions face à des événements exceptionnels, type Covid? Alors, c'est une bonne question, et effectivement, heureusement que finalement on avait Anaplan pour le faire. Concrètement, on a eu quasiment, côté Intersport, 2 mois de fermeture. Si on basait nos prévisions de vente de l'année prochaine simplement sur des historiques non retravaillés, on serait totalement sous-dimensionné pour adresser le business de l'année prochaine. Ce que nous a permis de faire Anaplan et l'outil, c'est d'avoir une dépollution des historiques, d'identifier toutes ces ventes manquées, de typer en ajoutant un motif de retraitement, de typer ces ventes que nous avons ratées au titre du Covid, et de pouvoir totalement retravailler nos historiques et donc nos projections en rattrapant ces phénomènes exogènes et totalement imprévisibles. Ensuite, c'est vrai qu'on a vu là dans les écrans beaucoup d'éléments en volume. Est-ce que vous faites une comparaison en valeur versus peut-être les chiffres de la finance dans l'outil? En valeur, en chiffre d'affaires, pardon. Non, aujourd'hui, on a le parti pris de ne pas avoir intégré dans l'outil cette partie-là. Ça fait partie des éléments de réflexion. Aujourd'hui, on a un travail qui est essentiellement sur le volume. Derrière, on est en construction pour avoir un processus budgétaire totalement intégré qui viendrait challenger d'un point de vue valeur toutes ces prévisions. Une autre question, c'est, bon, on a parlé beaucoup du process, est-ce que vous avez dû adapter la gouvernance? Et si oui ou sinon, quelles sont les grandes revues qui ont été mises en place? Alors, je ne suis pas forcément claire sur la notion d'adapter la gouvernance. Mais encore une fois, ce qui est très clair, c'est qu'on a démarré par la mise en place d'un processus avant même de rentrer dans l'outil. On a eu une réflexion sur la manière dont on voulait adresser ces prévisions, avec qui on voulait les partager, la manière dont on voulait collaborer avec les autres services et les faire rentrer dans le processus décisionnel. Donc, on s'est déjà attaché à identifier des grands moments de partage qui sont en clé d'entrée la structure de la collection, comment notre collection évolue, est-ce qu'on a des nouveautés, est-ce qu'on a des produits qui sortent,
Ensuite, comment on peut s'inspirer des historiques de vente? Est-ce qu'on a des phénomènes à intégrer? La croissance endogène du réseau, mais également des phénomènes, comme l'a dit Alexia, d'opérations commerciales, etc. Donc, on a des moments d'échange autour de ça. Et puis ensuite, on a une validation collégiale des prévisions. C'est ce qu'on vous a montré avec des écrans qui sont adaptés et spécifiquement designés pour ce moment d'échange-là. Et derrière, il y a tout le travail de reprise en continu du Demand Planner qui peut faire des ajustements à la marge et sur les grandes variations ou les grands écarts de réalisation de nos prévisions, les partager avec tous les interlocuteurs qui sont concernés. Pour rester dans ce sujet et avant de passer à des questions un peu plus sur la problématique de gestion des tailles et modèles, comment on a présenté cet outil comme un outil métier supply chain? La question derrière, c'est comment est-ce que le commerce a accueilli cet outil qui est orienté a priori supply chain? Alors, c'est une excellente question parce que comme ça a été indiqué initialement, c'est avant tout un outil collaboratif. Donc, ça suppose de pouvoir partager ces éléments-là. Je dirais que l'accueil, il a été très positif pour deux raisons. La première, c'est que dès le début, on a aussi associé la partie, alors sous l'égide commerce, on entend principalement catégorie management qui sont nos interlocuteurs natifs dans l'entreprise, mais on a pris soin de partager des écrans dédiés avec certains catégories managers pour leur faire valider le contenu, l'ergonomie, la manière dont on pouvait aborder tous ces éléments-là. Et puis en fait, ce qui est bien accueilli aussi, c'est la manière dont on le fait vivre en termes de processus avec des choses beaucoup plus rythmées qui ne sont pas basées sur des échanges de fichiers interminables et qui bug. Je pense que tout bon prévisionniste connaît le problème. Donc on est dans un échange qui est structuré à des moments bien définis avec des supports sécurisés. Tout bêtement, je vous dirais que ce qui peut conquérir un catégorie manager, c'est le simple fait que l'on voit son produit à l'écran quand on en parle et non pas un code improbable. Tout ça, c'est des éléments qui ont contribué à l'acceptation du process et de l'outil. Merci. Ensuite, on a une question, et je vais essayer d'y répondre, et Mélanie complétera, sur la durée du projet, les grandes phases et l'équipe, est-ce qu'elle était dédiée? Alors, le projet, il a duré en gros 6 mois. On va dire sur les 6 mois, on a 3 grandes phases. La première, c'était le premier mois, c'était le design du process, la définition des modules et l'organisation du plan de mise en place. Quel est le squelette, quel est le backbone qu'on doit mettre, comment va-t-on faire évoluer progressivement l'outil. Donc ça, en gros, c'est 1 mois. Après, on a toute une phase de développement, test et validation en mode agile. Donc, c'est plutôt un projet mené en mode agile et pas avec une grande phase de conception détaillée puis recette à la fin. C'est à chaque développement, toutes les semaines ou 2 semaines, ça dépend de l'organisation. Dans ce cadre-là, c'était plutôt toutes les 2 semaines. Une logique de développement, de test, et on passe à l'étape suivante. Et on a gardé sur le dernier mois, donc le 6e mois, en fait, l'apport des utilisateurs finaux pour recéter l'outil, pour se l'approprier, même s'ils avaient un peu commencé en amont parce qu'il y avait une certaine impatience vis-à-vis de l'outil, et ce qui nous a permis d'identifier des cas d'usage et d'améliorer au fil du développement. Mais voilà, en gros, les grandes phases. Avec la notion d'équipe dédiée, il y avait une équipe resserrée, c'est-à-dire qu'il y avait Mélanie, Alexia et Mathieu qui étaient sur le projet. Mathieu qui était quasiment à 100%. Côté Mélanie et Alexia, quel était le temps dédié au projet sur toute la période? Alors, pour le coup, on était à peu près sur les pics de charge, on était à environ 50%. Je dirais que 50% dédiés sur le projet.
avec 100% d'opérationnel en parallèle. Donc, on était à peu près 150%. Non, il faut avoir quand même une équipe qu'on peut dédier sur le sujet, ça c'est important. Nous, ça a représenté, selon les pics de développement, entre l'équivalent de 2-3 jours par semaine. Et alors, Mélanie, on a beaucoup parlé de l'équipe projet direct. Il y avait quand même une implication de la DSI, particulièrement sur la mise en place des interfaces. Quelle a été leur participation durant le projet? Alors, la participation de la DSI, comme tu le dis, elle est circonscrite finalement à la mise en place des interfaces. Donc, sur la base d'un cahier des charges qui leur a été communiqué, ils ont monté les interfaces dont on avait besoin pour venir alimenter notre Data Hub. Et derrière, toute l'administration, finalement, peut se faire directement dans l'outil. Donc, l'implication DSI reste finalement très légère dans la mesure où elle se circonscrit au montage des interfaces avec forcément, inévitablement, un peu de maintenance derrière, une problématique de régression ou d'évolution, mais on reste sur quelque chose de très léger en termes de consommation de ressources. Et aujourd'hui, combien a-t-on de demand planners qui utilisent l'outil et d'acteurs qui interviennent dans toute la phase collaborative? Alors, côté demand planner, c'est simple, c'est l'intégralité de l'équipe. Donc, 5 demand planners aux manettes de l'outil. Et en face, on a 35 catégories managers avec lesquels on partage avec l'outil. Merci. En sachant, il y a une question sur la collaboration avec la finance. C'est vrai que, comme on l'a précisé rapidement, on développe et on met en place le process progressivement. Et donc, une des prochaines étapes qu'évoquait Mélanie tout à l'heure, c'est de passer à la version valorisée en chiffre d'affaires, comparaison avec le budget, même si aujourd'hui on a une vision versus les projections en quantité. Et donc, ça va être intégré progressivement. Et c'est vraiment l'idée durant tout le projet et pour la majorité des projets, c'est d'avancer progressivement, de monter une marche à chaque fois, d'apporter de la valeur et puis de passer à la marche suivante. Compte tenu, il y a une question, mais Alexia, qui revient assez régulièrement. C'est vrai qu'on parle de retail. Comment est-ce que vous avez géré toute la problématique de la prévision à la maille taille, la gestion des agrégations, désagrégations? Quelle a été l'approche retenue? Alors, effectivement, ça nous a valu pas mal d'échanges avec News sur comment on allait aborder le sujet. Finalement, on dépollue tout ce qui est historique à la maille mois, article, donc sous forme d'entonnoir. On va à la partie la plus fine, on monte à une maille agrégée pour valider la prévision, et ensuite, une fois qu'on a validé la prévision au niveau hiérarchique, pas le plus haut, mais celui de travail, le niveau hiérarchique de travail et temporel, donc la saison, on redésagrège à la taille les prévisions en fonction justement du poids de l'historique ou de l'historique qu'on a choisi pour le produit. Et voilà. Donc, c'est vraiment la phase d'entonnoir, top-down, top-down. Après, pour compléter ce que dit Alexia, on est parti d'une best practice qui est qu'une prévision est toujours plus juste à la maille agrégée. Donc, le niveau décisionnel se fait à la maille agrégée qui, pour nous, est le modèle, la saison. Et puis, derrière, la phase d'affinage se fait à la maille article mensuel. Merci. Il y a quelques questions sur, on a parlé d'un process prévisionnel, et est-ce qu'on peut élargir, et entre autres, à la collaboration avec les fournisseurs, à la gestion à la performance des stocks, des appros et ainsi de suite. Donc, on a déjà évoqué, Mélanie, est-ce que tu voudrais compléter justement sur un de ces objectifs qui était présenté, qui est d'élargir l'utilisation d'Anaplan
à la collaboration fournisseur pour le suivi des plannings et d'autres process? Alors, je dirais que le premier élargissement qu'on a dans le radar, c'est ce qui vient toucher au pilotage des stocks. Pourquoi? Déjà parce que c'est une donnée sur laquelle on s'appuie déjà dans un appelant, dans notre processus de prévision, pour prendre un certain nombre de décisions, notamment sur les structures de collection. Donc, la data est déjà présente dans l'outil. Et ensuite, parce que ce pilotage des stocks, c'est en fait le point d'orgue suivant, sur lequel on a évidemment, comme toute centrale de distribution, de gros enjeux. Donc, on imagine passer par cette étape très rapidement. Ensuite, je dirais que très naturellement, et encore une fois, parce qu'on s'est appuyé sur un data hub, on a énormément de données qui sont à disposition dans l'outil pour pouvoir partager de manière très large, à la fois avec la finance, comme certains l'ont évoqué, mais aussi avec nos fournisseurs à qui on communique des informations de vente, de stock, pour leur donner les moyens de bien nous livrer. Donc, on peut envisager énormément de développement autour de ce socle, sachant que la donnée est déjà là et qu'on a finalement plus qu'à l'exploiter dans le format qui intéresse nos interlocuteurs, qu'ils soient en interne ou en externe. Et il y a quand même une question qui est fondamentale, c'est finalement quel est le ROI du projet et quels points ont réellement été améliorés? Alors, clairement, oui, c'est la question. Je ne donnerai pas de réponse qui soit chiffrée. Par contre, nous, on est au rendez-vous de nos livrables en termes de délai, de fonctionnalité. On avait mis en avant le fait d'avoir un outil sécurisé. C'est le cas. Pour la petite histoire, on a déjà fait tomber un serveur avec nos affreux fichiers Excel. Là, c'est plus le cas. Maintenant, on a un outil SAS totalement fiable. On voulait un outil qui soit partageable, qui nous permette d'échanger facilement avec des interlocuteurs qui n'ont pas accès à nos fichiers. C'est aujourd'hui le cas. Donc, sur cette partie-là, et c'est un ROI très important du projet, on est complètement au rendez-vous. Sur une partie qui est beaucoup plus chiffrable, alors il nous reste pas mal d'éléments de reporting à développer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a amélioré notre taux de disponibilité de produits sur les produits qui sont dans le scope de la prévision. Et ça, très concrètement, c'est un gain qui est important pour nos adhérents, c'est un accès au stock sécurisé, c'est du chiffre d'affaires pour eux. Donc voilà, sans partager de chiffres, on est au rendez-vous des livrables du projet. Et le dernier point que je mettrai en avant, et là c'est plus pour la partie forecasting et au niveau de l'équipe, c'est le fait d'avoir aujourd'hui vraiment des demand planners qui soient concentrés sur le métier, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui peuvent apporter tout leur savoir-faire dans la chaîne de valeur intersport et non plus en collecte de données et en réconciliation de milliers de fichiers Excel. Là, on a vraiment des demand planners qui sont compétents, performants et qui ont une vraie valeur ajoutée sur le forecasting parce qu'on est supporté par un outil. Merci beaucoup, Mélanie. Je voulais vous remercier d'avoir participé, de nous avoir écoutés. En tout cas, merci beaucoup à tous et passez une excellente journée. Merci. Merci à tous.